Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver cette année de nouveau au Printemps de l'économie. Nous, c'est la Caisse des dépôts et plus particulièrement l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche qui est partenaire du Printemps de l'économie et qui, dans ce cadre, organise des sessions. Comment choisissons-nous les thèmes des sessions que nous portons dans le cadre du Printemps de l'économie? Ce sont des sujets en lien avec les priorités stratégiques du groupe Caisse des dépôts, dont les enjeux d'énergie. Évidemment, dans un contexte d'élection, d'année électorale en Europe, mais aussi dans un contexte géopolitique très marqué, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine depuis plus de 2 ans, qu'il s'agisse des tensions au Proche-Orient, qu'il s'agisse de la montée des conflits entre grands blocs, grandes puissances. La question de la souveraineté énergétique posée au niveau européen est de nouveau complètement d'actualité. Donc mais aussi dans un contexte bien sûr de transition écologique. Nous allons en discuter avec 4 intervenants qui ont eu l'amabilité d'accepter de participer à cette session et avec qui par ailleurs nous avons l'occasion de travailler avec des partenariats dans le cadre de partenariats puisque l'Institut pour la recherche a pour mission de soutenir des travaux. Donc nous allons entendre Anna Créti, qui est responsable scientifique de la chaire Économie du climat de l'Institut Louis Bachelier. Nous écouterons également Camille Defard, qui est responsable du centre énergie de l'Institut Jacques Delors. Nous entendrons également Géraud Guibert, qui est président de la Fabrique écologique. Et enfin, nous entendrons également Sophie Barbier, qui est responsable du pôle Europe de la Caisse des dépôts. Je vais tout de suite donner la parole à Anna Créti, puisque je rappelais rapidement les enjeux géopolitiques. Nous allons revenir donc sur cette question de la souveraineté énergétique en Europe, sur le rôle des marchés, sur le rôle des grands marchés d'énergie et l'impact des réglementations telles la taxonomie sur les questions d'énergie. Merci beaucoup Isabelle, merci pour cette invitation et pour nous donner l'opportunité un peu de parler de ces sujets dans un moment crucial de la vie européenne. Mais on ne pourrait pas le faire sans revenir au passé, dans la mesure où la souveraineté énergétique est l'un des piliers de la politique énergétique européenne et il a été toujours porté avec en même temps en fait que la construction des marchés de l'énergie. Donc on se situe là pratiquement à la fin des années 90 et avec ces deux objectifs, construction des marchés européens de l'énergie, souveraineté énergétique et sécurité de l'approvisionnement, c'était surtout sur cet angle-là. C'est rajouté après dans les années 2000 aussi l'objectif de décarbonation. Et ces 3 piliers restent en fait vraiment très importants. Ils ont par contre subi, je pense, un peu un développement un peu différent selon les décennies. Je pense que l'effort principal des années, à partir donc des années, fin des années 90 jusqu'à il y a une dizaine d'années plus tard, était vraiment celui de la construction du marché unique de l'énergie. Et l'idée portée là, c'était le fait de dire que l'énergie est donc sous l'angle énergie, on comprend essentiellement électricité et gaz. Ce sont en fait des marchés qui peuvent s'apparenter ou qui ont les mêmes caractéristiques, la même philosophie que le marché unique européen, donc qui doivent se déplacer dans les pays européens sans limite. Sauf qu'il s'agit de biens physiques qui ont des spécificités très importantes. S'agissant de l'électricité, c'est un bien qui n'est pas stockable, qui historiquement était vraiment fait sur l'empreinte nationale. Chacun avait construit un peu son mix énergétique, son réseau. Et le gaz a une autre particularité, et ici c'est très intéressant parce que l'Europe a toujours eu un déficit de gaz, et par ailleurs c'est le même problème pour le pétrole, dans la mesure où la consommation de gaz et de pétrole ont toujours été supérieure à ce qu'on a produit. Et comme il s'agit de ressources non renouvelables, à fur et à mesure qu'on les consomme, ces côtés de dépendance a évidemment augmenté.
Donc on a commencé, justement, on était sous les projecteurs, comme on l'est aujourd'hui, sur les questions d'indépendance énergétique qui voilà, ont un peu somnolé pendant une vingtaine d'années, même s'il y a des directives pour la sécurité d'approvisionnement dans l'électricité, dans le gaz, en essayant surtout d'avoir des règles, des repères, qui, en cas de crise, auraient dû défendre un peu la sécurité d'approvisionnement et donc la souveraineté énergétique européenne et à ces niveaux-là aussi des États. Un équilibre toujours très complexe entre l'Europe et la marge de manœuvre aussi des pays, dans la mesure où il y a cette idée que l'Europe est aussi responsable de la souveraineté et du citoyen européen. Mais après, les États aussi décident chacun de leur objectif énergétique et le poids de l'histoire est fondamental à cet égard. Donc on a commencé la guerre sous une série de règles qui étaient théoriques jusqu'au point où on a eu justement affaire à des tensions très très fortes. Mais néanmoins, on a montré qu'avec peut-être un petit retard à l'allumage, mais même pas trop tardif, l'Europe a mis en place ces mécanismes qui visent justement à défendre les citoyens européens. Alors, sur les volumes, après on pourra discuter plus tard des questions des prix, mais au moins, en fait, il y a eu les mécanismes de maximisation des importations, remplissage de stockage, donc toute une série de règles qui se sont après complexifiées pendant la crise, jusqu'à arriver à l'achat commun de gaz, qui est l'élément toujours en place encore pour quelques temps, qui nous ont permis de ne pas avoir véritablement à être déconnectés des flux de gaz qui, au lieu de venir de la Russie, de fait sont venus dans d'autres parties du monde et surtout des États-Unis. Voilà, donc ça c'est vraiment sur les côtés, comme Isabelle l'avait rappelé, sur les côtés énergie. À cela se rajoute un problème de transition. Et le gaz y fait partie, dans la mesure où il a toujours été identifié comme cette énergie de transition. Alors, transition de quoi à quoi? Évidemment, des énergies carbonées vers les énergies décarbonées. Et il a un rôle particulier dans la mesure où il peut remplacer les charbons. À ce titre, il est fléché dans un autre ensemble de règles, de normes, dont fait partie aussi en fait, la transition et la vision européenne de la transition, qui est celle donc de la taxonomie verte. Alors c'est un nom un peu bizarre pour dire que c'est un ensemble, en fait c'est une liste d'activités qui sont éligibles à certains financements venant donc d'institutions financières publiques et privées pour renforcer la transition et en particulier le gaz avec des technologies particulières qui garantissent qu'il n'y ait pas des émissions excessives. Donc on va prendre donc, les centrales à gaz les plus modernes, on va dire, les moins émettrices de CO2. Au même titre que d'ailleurs les nucléaires est présenté comme une solution. Et pour cela, des nouveaux investissements en gaz qui peuvent être des nouvelles centrales, mais aussi des infrastructures gazières, comme par exemple les terminaux de gaz naturel liquéfié qui nous ont permis par ailleurs de recevoir les importations des pays autres que la Russie pour combler notre déficit de gaz, peuvent être financés. Voilà brièvement, donc c'est quelques éléments de contexte sur lesquels on pourra continuer à discuter. Merci beaucoup. Nous allons continuer en fait sur ce panorama avec à la fois les enjeux de sécurité énergétique, mais aussi les enjeux de transition. Donc Camille Defar, donc comment se posent les nouveaux enjeux de sécurité énergétique et quels sont les défis du pacte vert, c'est-à-dire comment dans ce contexte poursuivre, garder nos objectifs de décarbonation au niveau national comme au niveau européen. Alors c'est
Une très grande question, mais si je dois commencer avec ces enjeux nouveaux enjeux de sécurité énergétique et donc de souveraineté énergétique pour l'Europe, ça a été très bien expliqué par Anna Créti. L'Europe est très dépendante, que ce soit pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Néanmoins, les objectifs de décarbonation impliquent de déployer des technologies vertes qui reposent sur une consommation accrue de certains matériaux qui sont maintenant dénominés comme critiques. Et donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré en 2022 que le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants que le pétrole et le gaz. Donc aujourd'hui, le pétrole et le gaz restent importants, mais on va de plus en plus être dépendant et vulnérable sur ces nouveaux métaux. Et là où c'est intéressant, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, l'interruption brutale des flux de gaz russe par pipeline, l'Union européenne a non seulement accéléré les dispositions visant à renforcer sa sécurité énergétique sur le gaz, mais aussi a décidé d'accélérer la transition énergétique. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que sur les chaînes de valeur des technologies propres, donc il s'agit du solaire, de l'éolien ou des batteries pour les véhicules électriques, ces chaînes de valeur, elles sont extrêmement dominées par quelques acteurs, et en particulier la Chine. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend juste tout en aval, sur le marché des véhicules électriques, la Chine a exporté pour la première fois plus de véhicules que l'Allemagne. Donc il y a un vrai risque pour l'Union européenne de se faire dépasser par la Chine sur cette nouvelle technologie si l'on ne prend pas le tournant du véhicule électrique. Et si on remonte un peu dans la chaîne de valeur, si on regarde par exemple les composants pour fabriquer des panneaux solaires, c'est aussi une industrie qui est extrêmement dominée par la Chine. Et enfin, si on en arrive, j'ai parlé de lithium, de terres rares, il s'agit de métaux qu'il faut extraire, donc il s'agit de mines, dont vous avez peut-être entendu parler, avec des impacts environnementaux et sociaux non négligeables. Ces métaux, une fois qu'ils sont extraits, ils doivent être raffinés pour pouvoir être utilisés par l'industrie. Et là encore, on dénote une très forte concentration des pays producteurs de ces mines, de ces minéraux, et du raffinage. Donc on voit aussi, au-delà de la domination de la Chine sur l'extraction de certains de ces minéraux, la Chine a aussi une stratégie d'acquisition de technologies de raffinage qui lui permet, si elle n'est pas productrice, par exemple, de lithium, d'acheter du lithium au Chili et de le raffiner dans ses propres usines. On a, de la même façon, dans l'Union européenne, une volonté de répondre à cette vulnérabilité croissante. Et l'idée de l'Union européenne en décembre dernier, c'était d'introduire une enquête pour regarder si les subventions chinoises sur leur industrie propre, en particulier sur les véhicules électriques, étaient conformes aux accords de l'OMC. Et la Chine, à cela, a répliqué en annonçant qu'elle allait bannir l'exportation de ces technologies de raffinage de ces métaux. Donc aujourd'hui, on se retrouve en fait dans une situation où l'Union européenne est dépendante, pour certaines technologies très critiques, de technologies chinoises. Et donc là-dessus, l'Union européenne a adopté 2 nouvelles lois pour renforcer sa souveraineté énergétique sur ces nouvelles technologies. La loi sur les matériaux critiques et la loi sur les technologies net zéro, donc qui devrait donner un cadre, en tout cas réglementaire, à cette nouvelle ambition européenne de renforcer son autonomie sur ces technologies-là. Le gros problème, la grosse critique qu'on peut faire à ces 2 lois, c'est qu'elles sont insuffisamment accompagnées de financement. Et ça m'amène à peut-être un point sur le contexte plus global, au-delà de la Chine. On a également, aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été adopté en 2022 et qui est en réalité un plan de financement massif pour les industries propres américaines, avec des accents protectionnistes. Donc J'espère que personne n'a blessé. Oui, c'est ça. Il ne faut pas en parler. Non, je poursuis. La taille de ce plan d'investissement est remarquable, mais ce qui le distingue des instruments européens, c'est aussi sa lisibilité, c'est un horizon sur 10 ans, sa simplicité d'accès qui contraste avec les instruments européens. Et donc le troisième point sur cet enjeu de souveraineté énergétique, donc on a des nouvelles lois européennes, on n'a peut-être pas assez de financement,
mais on a aussi, plus profondément, un problème de manque de compétitivité des prix de l'énergie en Europe. Et donc ces prix de l'énergie, pour l'industrie, c'est très important. Ça peut constituer une part significative des coûts de production. Et on voit que la crise énergétique qui a été entraînée par la guerre en Ukraine a aggravé le déficit de compétitivité européenne, avec des prix de l'électricité pour les industriels qui sont aujourd'hui 2 fois plus élevés en Europe qu'en Chine et aux États-Unis. Donc on voit ici que cet enjeu des prix de l'énergie dépasse un enjeu de politique industrielle et implique de déployer des solutions, notamment des solutions de renouvelables, déployer les réseaux, mais aussi potentiellement d'avoir des politiques actives de baisse de la demande, puisqu'aujourd'hui notre système énergétique a été dimensionné à une ère où les énergies fossiles étaient abondantes et bon marché. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et à titre d'exemple, je rappellerai que le secteur du bâtiment, qui est le premier secteur consommateur de gaz en Europe, est notoirement inefficace. Donc, je vais peut-être m'arrêter là sur ce premier panorama et je pourrais revenir sur les enjeux de transition verte par la suite. Ou je peux. Alors, quelques mots sur le pacte vert. Ouais. C'était il y a une bonne transition dans le sens où ce problème des prix élevés de l'énergie implique d'accélérer la transition verte, et c'est ce que l'Union européenne s'est engagée à faire. Ces 5 dernières années, le Parlement et le Conseil ont adopté un paquet énergie-climat qui s'appelle Ajustement à l'objectif moins 55% d'ici à 2030. Donc c'est dans le cadre du pacte vert l'idée d'atteindre la neutralité climat d'ici à 2050 et d'avoir une étape intermédiaire en 2030, de baisser de moins 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, l'Union européenne a réformé l'ensemble de ces textes qui touchent à l'énergie. Donc on va avoir des objectifs de rénovation du bâtiment, on va avoir des objectifs de transition de la mobilité, notamment au travers de la fin de vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035. L'industrie également va devoir ses allocations gratuites sur le marché carbone progressivement diminuer. On va avoir ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières qui va être établie. Donc on a énormément de nouveaux outils qui ont été votés et qui doivent maintenant être mis en œuvre. Le problème de cette transition, c'est que c'est une transition extrêmement rapide qu'il nous faut faire. Les transitions énergétiques passées, c'est bien connu, n'ont pas abouti à la sortie totale des énergies préexistantes. Donc on n'est jamais sorti du pétrole parce qu'on a découvert du gaz, mais c'est des énergies qui s'ajoutaient. Et par ailleurs, les transitions énergétiques ont pris 2 fois plus de temps que le temps qu'on a nous réellement. Donc les transitions qu'on doit opérer d'ici à 2030 sont profondes, sont extrêmement ambitieuses et vont nécessiter, au-delà des lois qu'on a adoptées, une mise en œuvre ambitieuse. Or, de la mise en œuvre, c'est des compétences techniques, c'est des capacités humaines et des capacités organisationnelles pour mettre en œuvre cette transition. Donc je vais m'arrêter là, mais c'est de grands défis qui nous attendent encore pour le prochain mandat et en amont des élections européennes qui pourraient avoir un très gros impact sur la capacité pour l'Union européenne de se doter de ces outils dont elle a besoin. Merci infiniment. Je rappelle pour les personnes qui sont en ligne, qu'ils peuvent poser des questions, hashtag le printemps de l'éco. Donc on va continuer en fait sur les enjeux de sécurité énergétique et de transition, parce que effectivement là on parle de nouveaux investissements dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux modes de production d'énergie renouvelable. Mais il y a peut-être un deuxième levier qui nous permet d'atteindre une meilleure maîtrise de notre propre énergie, qui est celle de la sobriété. Mais je vais laisser Géraud Guibert le développer. Merci Isabelle, merci de l'organisation de ce petit débat très, très passionnant. Une réflexion préalable sur le titre de cet atelier. Quelle souveraineté énergétique pour l'Europe? Je pense que si on avait voulu organiser ça il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, et même encore il y a 5 ans, on nous aurait dit « vous êtes complètement à côté de la plaque ». Le problème, c'est quelle souveraineté énergétique de la France. Et donc, on voit bien qu'on a vraiment vécu ces dernières années dans un basculement incroyable. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, sur l'énergie, on raisonnait, comme ça a été dit, uniquement avec le marché unique de l'énergie, donc l'ouverture à la concurrence d'un certain nombre d'activités, un petit élément de sécurité pour des règles de stockage, mais ce n'était pas vraiment grand-chose, et puis un mix énergétique qui dépendait de chaque État, et qui dépend de chaque État, avec une politique énergétique qui relève des États, et non pas de l'Union européenne. Et c'est toujours le cas.
Donc le fait qu'on se pose la question de quelle souveraineté énergétique pour l'Europe est quand même tout à fait nouveau, tout à fait important, et je pense évidemment tout à fait justifié, mais il faut bien voir d'où on vient, qu'est-ce qui a changé finalement dans les quelques années qui nous précèdent. Qu'est-ce qui a changé? C'est évidemment la montée des périls, hein, la Russie, etc. Bon, très bien. C'est aussi le sentiment que de plus en plus grand en Europe, que sur ce genre de sujet, on a des blocs continentaux en face de nous, et que donc, si on ne fait pas une politique un minimum commune, eh bien, on est à côté de la plaque. Et puis la troisième chose, peut-être la plus importante, ça a été dit, c'est évidemment la logique de la transition écologique et climatique. Parce que, et on va le voir, et on le voit très concrètement dans les décisions qui sont prises depuis 5 ans, le pacte vert, il porte beaucoup sur l'énergie, mais il vient d'abord, évidemment, de préoccupations climatiques et écologiques. Les décisions prises, comme ça a été dit, pour les achats communs de gaz, ça vient des périls extérieurs. Donc on voit bien qu'il y a eu toute une série de facteurs depuis quelques années qui obligent à se poser la question quelle souveraineté énergétique pour l'Europe. Alors à partir de là, où on en est et qu'est-ce qui manque? Où on en est, on a quand même pas mal avancé. C'est-à-dire que maintenant, on admet, par exemple, que l'Europe aide massivement telle ou telle usine qui s'implante pour faire des batteries, pour faire etc. etc. Alors qu'auparavant, les subventions dans ce genre de cas auraient été tout à fait condamnées par l'Europe. Bon. Donc il y a toute une série de choses. Et évidemment, le pacte vert a introduit énormément de dispositions dans le domaine énergétique qui sont extrêmement positives et qui vont tout à fait dans le bon sens. Qu'est-ce qui manque? Et je dis ça pour ouvrir le débat, surtout parce que ensuite ça peut être débattu. Il manque, à mon avis, 2 choses. La première chose, peut-être la plus importante, c'est que auparavant on raisonnait marché. Maintenant on raisonne offre. Est-ce que l'Europe raisonne suffisamment demande? Je ne suis pas sûr. Et en particulier sur les 2 sujets, l'efficacité énergétique et la sobriété. Sur l'efficacité énergétique, les résultats de l'Union européenne sont nettement en deçà de ses objectifs. Je crois à moitié, hein, je crois que l'objectif c'était moins 11%, je crois qu'on est à moins 5%, donc nettement en deçà. Sur la sobriété, certains pays en parlent, ça dépend des périodes, ils en parlent quand les prix sont élevés en particulier, mais reconnaissons que je ne vois pas beaucoup de stimulants au niveau européen pour parler de sobriété. Ça commence tout juste, la réflexion sur sustainabilité, etc., mais parler de sobriété est encore en Europe quelque chose qui n'est pas en tout cas fait très largement. Or, on le sait bien, et ça c'est pas la peine d'être grand clair, je vous renvoie à tous les modèles, que ce soit le modèle RTE, tous les modèles reconnaissent qu'on arrivera sur le plan climatique au résultat que si on a une politique extraordinairement dure, extraordinairement forte en matière d'efficacité et de sobriété. Alors on pourrait ensuite le décliner. Nous, à la Fabrique écologique, on a travaillé énormément sur ces sujets, donc on a fait plein de... Je vous renvoie d'ailleurs sur l'Europe tout au dossier qu'on a publié, qui est disponible sur notre site, sur les enjeux écologiques des élections européennes, qui évidemment parle de tout ça. Mais on voit bien que là, il y a quand même un problème qui subsiste, qui est cet accent mis sur l'offre qui n'a pas de correspondance, en tout cas à la même hauteur, sur l'accent mis sur la demande. Le deuxième problème, qui est le plus évident, c'est les objectifs et les moyens. Alors, en Europe, mais en France aussi, c'est un peu la même chose, on est le roi de fixation des objectifs. Hein. On se fixe toujours des objectifs extrêmement ambitieux, c'est très bien, il faut le faire, en effet. Mais est-ce que les moyens sont là derrière? Eh bien, pas toujours. Et je crois qu'il y a en tout cas un domaine où on voit bien à quel point les moyens manquent. 2 domaines, je dirais, que je vais citer très rapidement. Le premier domaine, c'est en termes de financement. On voit bien que la transition écologique et donc la souveraineté énergétique dépendent énormément du niveau d'investissement qui pourront être faits dans les années à venir. Or, on a des dispositifs qui ne disent pas comment on va atteindre ce niveau de financement dans l'avenir au niveau européen. Donc ça, c'est le premier problème qui est évident et qui est aussi le cas, un problème français. Hein. Mais on voit bien qu'on a encore clairement des impasses fortes en matière de financement de la transition écologique. Et le deuxième sujet, peut-être majeur, et je m'arrêterai là, c'est le sujet de ce que j'appelle les prisonniers énergétiques. Vous savez, on parle souvent des inégalités que la transition écologique et climatique peut introduire.
Ces inégalités, elles vont exister évidemment parce que, par exemple, il y a toute une série d'industries qui vont être obligées de se reconvertir, ne serait-ce que les industries du charbon, parce que l'industrie en Allemagne. Il y a quelques dispositifs européens pour compenser ces inégalités. Mais ce qui n'est absolument pas pris en compte aujourd'hui, c'est l'ensemble de la situation des gens qui font partie soit des couches les plus modestes, soit des classes moyennes, et qui sont prisonniers énergétiques parce qu'ils ne peuvent pas changer de logement, parce qu'ils ont acheté leur logement et qu'ils n'ont pas assez d'argent pour en acheter un ailleurs, alors qu'ils ont 30 km à faire pour aller à leur travail, qui ne peuvent pas changer de voiture parce que la voiture électrique coûte trop cher, etc., etc. Et là, vous avez une catégorie importante de la population qu'on pourrait dire d'une certaine façon prisonnier, en tout cas de certains modes d'utilisation de l'énergie. Et tant que l'Europe, en termes de souveraineté, n'aura pas trouvé les clés pour montrer à ces catégories de la population que non seulement elle peut en bénéficier, en tout cas elle ne sera pas pénalisée par ça, eh bien je pense qu'on aura des freins importants et je pense que un des éléments de l'équation des élections européennes se joue en grande partie là-dessus. Voilà quelques éléments pour ouvrir les débats, bien sûr. J'ai balayé large, mais on pourra revenir évidemment sur toute une série de ces points. Merci infiniment, Géraud. Juste un bonjour aux classes qui sont en ligne. Il y en a à Versailles, à Paris, à Nice, à Créteil. Et donc, je vous incite, si vous le souhaitez, à poser des questions en ligne. Passons la parole à Sophie Barbier, donc responsable du pôle Europe de la Caisse des dépôts. On parlait justement des enjeux financiers, c'est-à-dire avons-nous les moyens, et notamment les moyens financiers, de financer tous ces investissements de la transition, en particulier dans le secteur énergétique. Je pose donc la question. Quel rôle des investisseurs J'ai une sacrée question à l'issue des premières interventions. Donc, avant d'y répondre, peut-être, parce que les économistes, et je sais qu'on est au printemps de l'économie, il y a des économistes ou des économistes en devenir dans la salle, donc les économistes aiment bien les faits stylisés. Donc moi, ce que je retiens des précédentes interventions, c'est finalement trois grands faits stylisés. La question de l'énergie, c'est une question économique, ça personne ne le conteste, c'est une question de marché, d'équilibre, offre-demande, de fixation de prix, mais c'est aussi une question politique. Politique parce qu'il y a des aspects de souveraineté, d'indépendance énergétique, de transition juste aussi, d'égalité. Donc, question économique et politique. Premier fait stylisé. Le deuxième fait stylisé qui me semble important sur la partie énergie, il a été abordé à plusieurs reprises, je pense, par chacun des autres intervenants, mais on parle de souveraineté de l'énergie au niveau européen, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Effectivement, l'Europe s'est construite autour des questions d'énergie. En 1952, le premier pas de la construction européenne, c'était la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais en même temps, il a toujours été réaffirmé que le mix énergétique, c'est-à-dire la manière de choisir comment on va produire son énergie ou l'importer, revenait aux États membres. Donc la souveraineté européenne est une affaire européenne, mais aussi une affaire nationale. Et puis peut-être le troisième fait stylisé, et là on en vient à la question d'Isabelle et à la question qui a été aussi posée en filigrane par les précédentes interventions. Évidemment, quand on parle d'énergie, on parle de besoin d'argent massif, d'investissements massifs. Mais ces investissements massifs, certes, ils peuvent avoir lieu dans des grands projets d'infrastructure, on y pense rapidement, mais ils peuvent aussi avoir lieu dans des projets qui sont des tout petits projets. Et là, pour le coup, l'efficacité énergétique, qui est un aspect crucial de la réduction de la consommation d'énergie et donc de la souveraineté, c'est que des petits projets, des projets diffus. Et donc, on a un troisième fait stylisé. Les trois sont un peu des paradoxes, c'est-à-dire qu'on a donc une question économique mais politique, on a une question qui est européenne mais nationale, et puis on a cette question d'investissement massif mais potentiellement sur des tout petits projets. Et donc si j'ai repris un peu comme ça les précédents propos, c'est peut-être pour expliquer pourquoi des intervenants comme nous, les banques publiques, institutions publiques nationales ou européennes, comme la Banque européenne d'investissement, on a un rôle à jouer dans ce dispositif autour de l'énergie,
parce que justement, on est des intervenants qui ont des caractéristiques répondant à ces caractéristiques assez festillisées que j'ai énumérées. On est des animaux financiers, on est des institutions financières. Donc quand on finance un projet, on le finance sur la base d'une analyse financière de ce projet. Mais on est aussi des institutions politiques parce qu'on intervient toujours en soutien des politiques nationales et européennes. Et donc, de ce point de vue-là, on est vraiment à la frontière entre les deux. Et ça, c'est évidemment important pour les questions d'énergie. Par exemple, la Caisse des dépôts a adopté un plan en faveur de la transformation écologique du pays de 100 milliards d'euros qui va comporter tout un volet sur les problématiques qui ont été évoquées. Production d'énergie renouvelable, efficacité énergétique du bâtiment ou de l'industrie, mobilité propre, etc. Donc voilà, on a cette identité double. On est des institutions par nature nationale, c'est-à-dire que vous allez avoir la Caisse des dépôts, BPI France en France, vous allez avoir notre homologue en Allemagne qui s'appelle KfW, en Italie, CDP. Donc on est implanté dans les différents États membres, mais on partage tous des objectifs communs qui sont les objectifs en fait européens. Et là, pour illustration, c'est un thème dont on n'a pas parlé, mais qui rentre aussi dans la question de la souveraineté énergétique. Par exemple, on a une initiative commune sur l'économie circulaire, c'est-à-dire le fait de penser le cycle du produit complètement pour limiter la consommation de matières premières alors soit limiter les déchets, recycler ou les réutiliser. Donc, de ce point de vue-là, on s'est engagé dans une dynamique d'investissement dans l'économie circulaire ensemble, entre institutions nationales, et donc chacune avec notre logique, mais avec un objectif partagé. Et puis enfin, nous sommes des institutions avec évidemment des moyens financiers importants, mais aussi une capacité à intervenir sur le territoire de manière sur des tout petits projets. Et là encore, je reprends un exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire la Caisse des dépôts. On a comme ça financé la réhabilitation thermique de 200 000 logements en 4 ans. Logements sociaux d'ailleurs, ce qui est important par rapport à ce que vous soulignez sur les prisonniers de cette transition énergétique. Donc voilà, en tant qu'investisseur public de long terme, on a un rôle à jouer. Et est-ce que, et là je finirai avec ça, est-ce que l'Union européenne nous fait jouer ce rôle? Oui. Alors elle nous le fait jouer en actionnant les leviers que les économistes connaissent bien. C'est-à-dire qu'elle va nous fournir des financements. Charge à nous ensuite de les utiliser pour financer des petits projets sur le territoire. C'est typiquement ce que l'on fait nous avec la Banque européenne d'investissement qui nous apporte des enveloppes de financement qu'on va ensuite utiliser pour faire de la rénovation des logements sociaux ou de la rénovation des bâtiments publics. Ça va être également en nous protégeant contre le risque. Donc ça aussi, c'est une notion importante pour un économiste, c'est-à-dire que ces aspects d'énergie et de transition énergétique comportent des risques importants et donc on peut avoir besoin d'être garanti. Et donc l'Europe a mis en place un instrument qui s'appelle InvestEU, qui est un instrument qui vient garantir ce que l'on peut faire dans les différents domaines risqués. Et donc, par exemple, nous, on est partenaire, enfin, on a investi dans un fonds d'infrastructure verte qui s'appelle Marguerite, avec d'ailleurs nos collègues européens, et qui contribue au financement, là plutôt, je dirais, des gros projets d'infrastructure, qui sont aussi indispensables. Troisième modalité d'intervention que connaît bien l'économiste, c'est alors le mot barbare d'internaliser les externalités, mais effectivement, on voit bien que l'énergie, c'est une question dans laquelle il y a beaucoup d'externalités, c'est-à-dire d'effets qui ne vont pas être rémunérés par un prix sur un marché. Effet positif, donc si on est sur une transition verte, négatif si on est au contraire dans des phénomènes de pollution. Et donc, c'est important aussi pour l'Union européenne d'intervenir pour nous aider à prendre en compte ces externalités. Et elle le fait avec des subventions
Et ces subventions, elle va les accorder, mais à condition, évidemment, de respecter des critères techniques sur, par exemple, les bornes de recharge électrique le long des autoroutes, mais aussi sur des critères de financement additionnel, c'est-à-dire qu'il faut que le projet puisse être finançable par ailleurs, une fois qu'il a eu les subventions, qui lui permettent d'être à l'équilibre. Donc ça aussi, il y a un mécanisme en particulier, dans le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, pour ceux qui veulent un petit peu des programmes européens derrière, qui permet de le faire et qui a un effet aussi très puissant et qui passe également par les investisseurs de long terme. Et puis peut-être dernier outil à notre disposition, c'est les outils d'assistance technique, parce que c'est aussi un des enjeux de toutes les questions énergétiques et de transition, c'est que les porteurs de projets soient capables d'avoir des projets verts et donc disposent d'une assistance qui leur permette d'intégrer ces caractéristiques vertes. Et là, pour le coup, également, avec InvestEU, le programme que j'évoquais tout à l'heure, il y a une enveloppe d'assistance technique qui nous permet, par exemple, en France, d'aider les collectivités territoriales à verdir leur plan d'investissement. Donc voilà un peu la palette des choses qui peuvent être faites. Alors, je n'ai pas dit que j'avais la réponse à la question sur comment financer les questions de souveraineté énergétique, de transition énergétique, mais en revanche, effectivement, en tant qu'investisseur public de long terme et à l'aide des outils que met en place la Commission, on peut commencer à essayer d'apporter une réponse. Merci infiniment. Peut-être avant de prendre des questions, je voudrais redonner à chacun rapidement la parole, si vous voulez compléter à la lumière de ce que vous avez entendu. Anna Créti. Oui, c'est vrai qu'on a souligné plusieurs forces qui sont à la base de la souveraineté énergétique. Mais en même temps, selon les contextes, selon la période historique, ce sont aussi des faiblesses parce que bon, je ne voudrais pas quand même donner l'impression que la transition est un facteur de faiblesse, au contraire. Ça nous incite à avoir plus de maîtrise à la fois donc, de la consommation d'énergie. Je retrouve ici l'aspect efficacité énergétique et sobriété qui vont ensemble, mais l'un ne doit pas enjamber l'autre ou entraver l'autre. Mais aussi la production d'énergie, donc les renouvelables, c'est vrai qu'il y a des défis technologiques sur la chaîne de valeur, jusqu'où on maîtrise, donc jusqu'où on est souverain. Je pense que là où on n'est pas souverain avec, comme je disais, cet aspect volume, on peut intervenir sur les aspects sécurisation avec les contrats, avec d'autres outils économiques, avec des accords stratégiques. Et d'autre part, il faut quand même souligner que si on produit l'énergie en Europe, et ça c'est le grand avantage des énergies renouvelables, on gagne également en souveraineté et en sécurité. Certes, ces équations ne sont pas aussi simples, notamment si on y met derrière la grosse inconnue sur les temps qu'il faut. Et vrai, on a des objectifs ambitieux et celui le plus ambitieux, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais si on s'était déjà engagé il y a quelques années. Et aussi les moyens qui... c'est vraiment une... Autant on parle de transition énergétique ou bas carbone, autant je pense qu'il faut une révolution copernicienne, oui, sur l'allocation vraiment de différents types d'investissements. Merci beaucoup. Camille Desfard. Oui, peut-être effectivement pour compléter sur ces enjeux de financement de la souveraineté européenne, pour signaler la proposition par la Commission européenne en 2022 d'un fonds de souveraineté qui visait justement à accompagner l'effort accru en termes de transition verte qui a été décidé après la guerre en Ukraine. Après la guerre en Ukraine, l'Union européenne a décidé en quelques semaines une sortie accélérée des énergies fossiles russes, donc en particulier du gaz russe, d'ici à 2027, avant 2030 en tout cas. Et cette ambition renouvelée nécessitait un investissement significatif qui a été chiffré autour de 100 milliards
milliards, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, Enfin, 110 milliards. d'ici à 2030. Et il y avait la Commission européenne a reconnu que, en l'état actuel des investissements publics et privés, il fallait un effort plus important de l'Union européenne. Et l'avantage d'un tel fonds, c'est qu'il aurait à la fois permis d'accélérer la transition énergétique, tout en assurant la résilience de l'économie européenne sur les chaînes de valeur pour les technologies propres. Donc il y aurait eu deux utilités à cela. Et l'avantage des fonds européens, c'est que ça permet d'orienter les financements qui sont décidés ensuite au niveau très micro, comme ça a été très bien souligné, et d'avoir du coup une plus grande coordination des politiques nationales. C'est vrai qu'on manque d'outils aujourd'hui pour ce faire, et le plan de relance européen, qui a une composante assez verte, a permis d'inciter les États membres à dépenser dans le vert, a permis de combler une partie de ce déficit d'investissement public dans le vert. Le problème, c'est que ce plan de relance, il se termine en 2026, et on a aujourd'hui des débats au niveau européen, entre experts, entre agences publiques, dans le secteur privé également, sur comment est-ce qu'on finance les ambitions européennes au-delà de 2026. Et les investissements ne feront pas tout. On a besoin d'un cadre réglementaire, on a besoin de volonté politique, mais on a aussi besoin de moyens pour atteindre ces objectifs-là. Alors malheureusement, ce fonds de souveraineté n'a pas été accepté par le Conseil, donc on voit qu'il y a au sein des États membres des visions différentes de ce qu'il faut faire. Il me semble que les élections qui arrivent sont un bon moment pour débattre de quelle Europe on veut et de quelle vision le Parlement européen peut porter pour le prochain mandat. Merci. Deux remarques très brèves, parce qu'on a toujours des débats un peu séparés sur l'énergie d'un côté, sur le climat de l'autre. Je voudrais rappeler, parce que j'entends en permanence un argument sur le climat, en disant pourquoi la France veut faire quelque chose ou l'Europe veut faire quelque chose alors qu'on ne représente que 1% des gaz à effet de serre au niveau mondial. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. C'est évidemment notre intérêt de ne pas acheter du pétrole et du gaz à l'étranger, et au contraire qu'il y ait une production énergétique nationale et européenne d'énergie. Donc il n'y a même pas... pour ça, parfois j'ai du mal à comprendre certains débats, y compris sur le climat. La réponse est évidente. Quand on raisonne en termes économiques, on y a évidemment intérêt à agir sur le climat. Et donc j'entends parfois de dire, mais encore une fois, et j'entends pas parfois, j'entends en permanence. Et donc ayons bien conscience de ça, parce que je pense que vraiment c'est un élément extrêmement important, y compris dans les débats à venir. Deuxième élément, peut-être à partir de ce qui a été dit, et tout à fait juste, ayons conscience aussi que tout ne pourra pas être de l'argent public. Professionnellement, je connais assez bien ces sujets, et travaillant par ailleurs à la Cour des comptes, et on voit bien que quand vous faites la somme de tout ce qu'il y a à dépenser, c'est en dehors de toutes les équations. Si vous dites simplement c'est du financement public, vous arrivez à une impasse. D'où l'importance, et là aussi moi j'aimerais que ce soit davantage dans le débat, d'où l'importance, alors je pense que c'est ce que fait en grande partie la Caisse des dépôts, l'importance à chaque fois de mesurer l'effet de levier de l'argent public que vous apportez sur l'argent privé que vous incitez à venir. Je donne un seul exemple qui me paraît évident. Vous savez, les ménages, ils dépensent, je ne sais pas combien, j'avais le chiffre en tête, je ne l'ai plus, mais enfin 3 milliards ou 4 milliards d'euros par an pour faire des travaux dans leur logement. Donc, si vous arrivez simplement en leur disant, au lieu de faire un travail d'embellissement, là vous allez faire un travail de rénovation énergétique. Et si vous faites un dispositif suffisamment simple pour qu'ils aient une incitation, et puis peut-être que pour que l'incitation elle disparaisse au bout de 2 ans, et que donc ils sont incités évidemment à faire vite pour ça. J'en sais rien. Mais on voit bien que là, il y a une vraie réflexion à avoir sur la façon dont on peut faire en sorte que pour des ménages qui peuvent payer la rénovation énergétique de leur logement, eh bien, une incitation permet de déclencher des financements bancaires privés ou des financements ailleurs privés et qui permettent d'avancer sur ce sujet. Je pense que c'est vraiment un sujet essentiel parce que sans ça, l'équation budgétaire, que ce soit au niveau français ou au niveau européen d'ailleurs, même s'il faut qu'il y ait des initiatives au niveau européen, je suis d'accord, il y a des tas de choses à faire. Mais on voit bien que si on fait le total de tout, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Peut-être des éléments sur les effets de levier ou... Oui, alors moi, évidemment, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Mais les éléments sur l'effet de levier, oui, comment ça marche en fait ? C'est le fait que
vous mettez un peu d'argent public dans un projet. Alors ce que je disais, ça peut être sur la base de la compensation d'externalités. Ça permet de rendre le projet finançable. Des investisseurs tels que la Caisse des dépôts, qui sont moins adverses au risque que d'autres investisseurs et qui ont un horizon de long terme, vont pouvoir venir sur le projet. Et en venant sur le projet, évidemment, ça va permettre à des investisseurs privés de venir également parce qu'ils vont être assurés par la présence d'argent public, par la présence d'investisseurs comme la Caisse des dépôts. Et donc, je re-regardais mes chiffres pour ne pas vous dire de bêtises, mais par exemple, sur la mobilité propre, ce qu'on a fait, c'est qu'avec 140 millions d'euros de subventions européennes, nous, Caisse des dépôts, nous avons sur nos fonds propres financé 260 millions de plus dans les projets, et ça a permis de financer un total de projets de 700 millions d'euros. Et donc, c'est évidemment, vous entendez les débats actuels sur les limites des finances publiques hein, qui sont évidentes. On a des besoins d'investissement qui sont massifs, et même si on avait une plus grande capacité de financement, on ne pourrait pas faire face avec seulement des financements publics. D'où l'intérêt de chercher ces mécanismes avec un effet de levier ou d'entraînement pour pouvoir faire face à ces défis. Et peut-être j'ajouterai un petit point qui a été évoqué, mais c'est vrai, on ne s'est pas étendu dessus. De ce point de vue-là, la taxonomie est quelque chose d'important. Alors la taxonomie, on a plutôt tendance à dire, bon, d'abord qu'est-ce que c'est la taxonomie? C'est en fait une classification qui permet de dire quelle activité peut être considérée comme verte, pour simplifier, pour faire très vite. En quoi, alors, c'est perçu comme une contrainte un peu bureaucratique, mais en fait non, c'est extrêmement important. Quand vous êtes un financeur et que vous devez aller sur tel ou tel projet, aller dans tel ou tel actif, et que vous voulez financer la transition parce que vous pensez que certes c'est bien, mais qu'en plus à long terme, c'est ça qui fait sens. Comment vous faites pour savoir ce qui est vert ou ce qui n'est pas vert? Et donc la taxonomie, c'est la réponse. La taxonomie, c'est la réponse européenne qui vous permet d'identifier parmi les projets et les actifs ce qui est vert et ce dans quoi vous pouvez investir. Et donc ça joue dans cet effet d'entraînement parce qu'évidemment, ça permet à une banque commerciale classique de se dire, bah, entre deux projets, je vais plutôt prendre celui qui est vert. Et donc peu à peu, et c'est l'objectif de la Commission hein, en ayant proposé cette taxonomie, c'est d'orienter les flux de financement existants vers des projets de plus en plus verts. Donc là, on en revient à la transition environnementale et à la question de la souveraineté. C'est plus général, mais ça y contribue aussi. Merci beaucoup. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour des questions, si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut être mis à disposition de la salle. Je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, monsieur... Je vois une main ici et une deuxième main là-haut. On va prendre peut-être un paquet de questions. Oui. Alors, j'adresse ma question à M. Guibert. Je suis interpellé par l'idée d'arrêter les voitures thermiques à partir de 2035. Ce n'est que 11 ans. 11 ans, c'est demain. Alors, de ce que je vois, je crois qu'on a, même, uniquement en France, on a 22 millions de voitures, je crois, thermiques. Comment on va faire pour pouvoir, tout d'abord, trouver l'électricité, parce que je suppose qu'on va remplacer avec des voitures électriques. Comment on fait pour trouver l'électricité pour ça? Je suis vraiment, sur le plan pragmatique, je me pose la question. Ça m'a l'air extraordinaire. Merci beaucoup. Il y avait une deuxième question là-haut. Bonjour, j'aimerais savoir si un Green Deal mondial serait-il envisageable et si, avec des objectifs communs entre les pays développés et les pays les moins avancés. Merci beaucoup. Donc cette question importante, effectivement, de la solidarité par rapport au financement de la transition. Des éléments de réponse sur la question du passage deux super questions. La deuxième, tout à fait.
fait. On pourrait en parler une demi-heure, donc au moins. Enfin, bon, je vais laisser les autres en parler. Sur les voitures électriques, bon, il faut avoir conscience quand même de plusieurs choses. D'abord que 2035, c'est le fait que toutes les ventes sont des voitures électriques. C'est pas que tout le parc est des voitures électriques, ce qui est quand même un peu différent, même assez nettement différent, parce que le parc, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge du parc, mais enfin bon, donc c'est les ventes, c'est pas le parc. Hein. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il est évident que c'est un changement de modèle total. Et on le voit bien quand on est à la pompe, on le voit bien, et on le voit bien. C'est un changement il faut que ça s'accompagne d'un changement de la manière d'utiliser sa voiture. On ne pourra plus utiliser sa voiture en toutes circonstances, en tout, etc. Et il faut vraiment maintenant réfléchir sur une logique d'intermodalité et de voitures qui puissent être au bout de la chaîne, utilisables facilement à la demande. Et donc il y a une vraie logique, nouvelle logique qui est à mettre en place, parce qu'il est clair que si on se limite en effet avec le même modèle actuel à développer les voitures électriques, qu'est-ce qu'on aura? On aura les énormes berlines avec un des poids de batterie considérables, dont l'amortissement en carbone, c'est au bout de 100 000 ou 120 000 km, donc c'est absolument pas, ou c'est très très peu rentable en termes d'émissions de gaz à effet de serre de les mettre en circulation. Et puis on aura des petites voitures électriques en ville, ça c'est utile, mais ça risque d'être souvent des deuxièmes voitures. Parce qu'une famille de 4 enfants, il faut bien que de temps en temps, ils aillent en vacances, etc. etc. Et que donc, il y a vraiment un changement. Et le troisième changement, c'est cette idée, vous dites l'électricité, c'est cette idée que progressivement, il faut que les batteries des voitures permettent aussi le stockage de l'électricité. Et puissent, pendant la nuit, et puissent au contraire être utilisées pendant le jour. Et ça, c'est un changement très complet du modèle énergétique, dont je crois on n'a pas encore totalement conscience, du modèle énergétique et du modèle d'utilisation de l'énergie en l'occurrence. Et je pense que là, il y a vraiment, en effet, c'est là où je pense que vous avez raison, aujourd'hui, une impréparation à tout ça. Alors, sur les matériaux, je suis moins spécialiste, peut-être je vais vous laisser répondre sur les matériaux. Oui, puis on garde du temps aussi pour répondre à la deuxième question sur la solidarité Nord-Sud. Oui, peut-être très rapidement, effectivement, c'est la vente des véhicules neufs, donc on pourra toujours acheter un véhicule d'occasion thermique, donc c'est pas non plus si ambitieux que ça. Et effectivement, sur les consommations de matériaux, avoir des voitures plus petites avec des batteries plus petites pourrait permettre de faire des économies significatives en termes de consommation. Et c'est là, bien sûr, qu'il faut changer de modèle. Et aujourd'hui, ces petites voitures électriques sont encore produites beaucoup plus en Chine qu'en Europe, donc on a un enjeu industriel là-dessus. Alors très rapidement sur la question sur les enjeux globaux, c'est pas du tout mon sujet. Mais je vous laisserai éventuellement mes collègues compléter. Le problème d'un Green Deal mondial, c'est qu'il y a énormément d'inégalités entre les émissions passées et les capacités d'action, qu'elles soient financières. On voit déjà qu'au niveau européen, il y a des enjeux de solidarité qui ne sont pas réglés. On va demander beaucoup d'efforts à des pays qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Quand on voit déjà qu'en France, on a du mal à faire la transition, il y a besoin, à mon avis, de résoudre le problème de la répartition des ressources financières pour avoir un Green Deal global, même si, bien sûr, il faudrait le faire. Et j'imagine qu'aux Nations Unies, c'est quelque chose qui occupe pas mal les équipes de négociation. Juste pour ne pas rester sur des choses qu'on ne fait pas et mettre l'accent sur ce qu'on fait, ça ne s'appelle pas Green Deal, mais il y a d'autres cadres dans lesquels on adresse ces questions et il y a également un fonds vert qui est né avec l'accord de Paris, même si effectivement les 5 milliards d'euros par an que les pays développés s'engagent à transférer dans les pays du Sud reste encore quelque chose sur lequel il faut abonder. Mais la COP28 a également fait des avancées sur ça. Aujourd'hui, on parle de finances climatiques globales qui constituent donc une série d'accords entre les pays du Nord, on va dire, avec les pays du Sud, qui favorisent à la fois les transferts de technologies, pas seulement en termes de technologie de capital, mais aussi de capital humain, et qui adressent, au moins pour ce qu'on arrive progressivement à faire, la responsabilité des dommages que ces pays subissent à cause de l'intensification du changement climatique.
Donc, on arrive difficilement à avoir comment dire, un accord écrit sur qui donne quoi, mais on y est presque. Et peut-être pour juste compléter sur cette deuxième question, on peut appliquer le même raisonnement qu'au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a l'argent public dans le fonds vert, et après il y a tout l'argent parapublic et privé qui peut venir aussi en complément, ce qui existe déjà. Alors la Caisse des dépôts est mal placée là pour le coup, puisqu'on n'intervient que sur l'économie nationale, mais en revanche, il y a des institutions comme la Banque européenne d'investissement, qui est la banque du climat européenne, qui intervient aussi à l'international avec des critères verts, donc pour favoriser aussi cette transition. Pareil pour la Banque mondiale ou pour des grands bailleurs de ce type. Pareil pour nos collègues allemands KfW qui interviennent à l'international ou l'Agence française de développement. Donc cette même logique existe et doit aussi contribuer à orienter les flux de capitaux privés à terme également sur cette transition verte. Merci infiniment. Je crois que nous sommes tout à fait à l'heure et l'important c'est de pouvoir enchaîner pour les organisateurs. Donc un grand merci aux intervenants et merci à vous tous d'être venus nous écouter.